Bien, donc ce film de 2002, c'est un film qui a un parti pris de base, c'est-à-dire de faire le film qu'en une seule prise. Tout le film est fait, donc, ce qu'on appelle un plan séquence, avec une caméra qui constamment bouge, accompagne et en même temps joue un rôle à l'intérieur de ce déplacement. Donc il ne s'agit pas de raconter un drame personnel en train de se produire entre différents personnages, mais à ce moment-là, de jouer à fond l'idée sur la Russie et l'histoire de la Russie à partir d'un lieu mythique et en même temps réaliste, c'est-à-dire l'Ermitage, le château d'Ermitage, et à partir de là, faire 3 siècles de Russie, c'est-à-dire depuis Pierre Ier, Pierre Ier le Grand, jusqu'à aujourd'hui, la fin du film, cette magnifique grand bal, est évidemment l'annonce de ce qui était en train de se passer avec cette utilisation géniale, mais qui là aussi est liée à la façon dont Sokourov a pensé le film, c'est-à-dire qu'il a pensé le film puisqu'il devait le filmer en continuité, selon toutes les pièces qu'il traversait, et qu'à ce moment-là, évidemment, il a terminé son film par le grand bal du XIXe siècle, ou plus exactement, ce qu'on laisse supposer, c'est le dernier grand bal tsariste, avant la descente d'escalier, qui est une des plus grande descente d'escalier de toute l'histoire du cinéma. C'est pas compliqué, c'est absolument fabuleuse. En plus, l'escalier est génial aussi parce qu'il est magnifique. Cet escalier est filmé de façon magnifique. Parce que toute personne qui n'a jamais été à l'Ermitage ne verra jamais aussi bien cet escalier que dans la façon dont il est filmé ici. Et que, évidemment, à la fin, tous ces personnages, toute cette société et en même temps cette histoire va disparaître et ne reste que la mer, que la néva et que la brume. Et en conséquence, autre chose qui est impliquée dans la construction même du film, c'est-à-dire que oui, la caméra va filmer de bout en bout, mais si elle filme de bout en bout, bien sûr, elle va traverser des espaces, donc on va voir les espaces, quels qu'ils soient, que ce soit les espaces des tableaux, les espaces des lieux, les espaces de temps, mais surtout, elle va filmer le temps et la temporalité en train de se vivre. Donc, la volonté de jouer la représentation d'un présent, mais d'un présent d'autant plus présent que ce présent est passé. Donc, vous avez là une conception tout à fait, d'abord, profondément original, évidemment. Une conception en même temps donc, du cinéma. Le cinéma, oui, il est fait pour représenter le réel, il est fait pour représenter la vie, mais il est fait aussi pour représenter ce qui a disparu. Il y a une conception, en tout cas, une idée du cinéma qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que le cinéma, comme vous pouvez le constater, c'est un immense drap blanc sur lequel se promènent des fantômes. Car obligatoirement, un jour ou l'autre, tout ce qui sera représenté sur un écran, ce seront des fantômes. C'est déjà commencé d'ailleurs, depuis 110 ans qu'existe le cinéma, il y a beaucoup de fantômes qui se promènent sur l'écran, sur des gens qui sont morts et qui sont quand même présents sur les écrans. Alors déjà, cette idée-là est extrêmement intéressante, donc ce qui a permis à ce moment-là, à partir de cette idée, à Sokourov de construire sa dramaturgie. Et cette dramaturgie devient tout à fait passionnante. Avec en plus un souci de représenter au plus près d'un certain réel tous les aspects de ce passé. Et moi, je trouve en particulier de ce point de vue, parce que là, c'est un travail fabuleux, le travail du bal à la fin, où vous avez quand même à peu près, je ne sais pas combien ils sont, ils doivent être au moins 500-600 à peu près sur le plateau, et vous n'avez pas un seul figurant, si on veut, qui vous donne l'impression de faire de la figuration, comme dans la plupart des films. On a l'impression que ils ont tous une histoire, et qu'en effet, on est en train de filmer sur le vif, comme aux actualités, des vrais gens en train d'être là.
Et ça, c'est absolument prodigieux. Alors, là aussi, au point de vue travail, le film, évidemment, a demandé beaucoup de temps, parce que, je ne sais plus, je crois que Sokourov a tourné, le film a été tourné en 3 jours, 2 ou 3 jours. Mais il a été répété pendant 6 à 8 mois, tous les jours. Parce que pour diriger, je reprends la tête du bal parce qu'elle est quand même un peu stupéfiante, mais ça peut être aussi la séquence de la réception de la délégation iranienne. Bon, mais cela est quand même un peu plus facile parce que vous avez des personnages qui restent immobiles, etc. Donc c'est plus facile. Mais la scène finale, évidemment, c'est en apothéose. Et là, c'est une sorte de virtuosité fabuleuse entre les gens qui bougent, la vérité de ces gens qui bougent, plus la caméra en train de bouger et elle-même de jouer la danse, enfin, et de danser. Enfin, ça, pour quelqu'un comment dirais-je, un professionnel de cinéma, c'est quand même très, très stupéfiant. C'est même ahurissant. De toute façon, dans le travail des plans séquences, il y a quand même quelques très grands cinéastes qui ont travaillé les plans séquences. Ce film-là reste une exception magnifique, quoi. Et là, on a aussi la représentation, alors beaucoup de choses qui sont dites déjà, très, très intéressant d'avoir choisi comme fantôme qui nous promène à l'intérieur du passé. Donc ici, l'histoire n'a plus à s'occuper des temporalités. Ça commence par le 19e, enfin, début du 20e, et puis ça se termine par les mêmes gens etc. Donc, et on a parcouru tout ça pendant ce temps-là, toute l'histoire de 3 siècles de Russie. Mais ce qui est le propre même du système du film, c'est de nous donner constamment à voir les différentes relations que la Russie a avec le monde. D'où la nécessité de prendre un étranger qui se trouve être le marquis de Custine, qui est très connu puisqu'il correspond à la Russie au milieu du XIXe siècle à ce qu'est Tocqueville pour les Américains, pour les États-Unis, au même temps. C'est-à-dire que comment Tocqueville parle des États-Unis et comment Custine parle de la Russie, c'est tout à fait passionnant parce que ils ont compris l'un et l'autre, chacun dans leur domaine, ce qu'on peut appeler l'âme ou en tous les cas la réalité profonde de ces 2 pays. Et ça, au milieu du XIXe siècle. Alors, l'intelligence de Sokourov, c'est d'avoir justement pris un Français, c'est-à-dire aussi un Européen, et un Européen qui vient envahir, puisque c'est le propre, et ce que montre bien le film, l'influence européenne, et en particulier française, italienne, allemande, etc., sur la Russie. On le dit, et on le fait au début, en particulier la collection de Catherine de Russie, en particulier la collection Crozat qu'elle avait rachetée à l'époque, de plus de, je sais pas, de 100 ou 300 tableaux, donc quelques-uns des grands chefs-d'œuvre de l'Ermitage. Donc, la réputation que j'ai dit tout à fait au début, les Russes ne sont que des imitateurs, ne peuvent pas penser par eux-mêmes, etc. Et tout le film est en fait une mise en évidence du génie russe qui, même s'il a besoin de se nourrir de l'Europe, il a sa spécificité et qu'à ce moment-là, cette spécificité fait le film. Et donc, il nous donne un film réellement russe. Bon, alors ça, c'est parmi les choses à dire. Maintenant, évidemment, je vous laisse un peu la parole parce que je pense que vous avez eu des réactions pendant le film. Oui, je pense que Sokourov est un nostalgique de la grande époque de la Russie. Oui, c'est-à-dire il est
Là, je vous arrête juste une seconde. Pour le resituer, vous avez eu toute la grande époque, je dirais, du cinéma communiste, quoi, avec deux grandes époques. L'époque du muet, avec les grands du cinéma russe, c'est-à-dire Eisenstein, Dovzhenko, Barnett, Gilles Vertov, etc. Et ensuite la seconde période, qui est celle des années juste après la guerre, Donskoy, etc. Puis ensuite est arrivé, à partir des années 60-65, un autre grand cinéaste, à mon avis très très grand, c'est Tarkovsky, et dans la lignée d'après, Sokourov. Si Sokourov n'a pas pris en compte en fait toute la période communiste en traitant ce film, c'est que en fait il y a peut-être un rapport avec le fait qu'il ne reconnaît pas à travers cette période en fait l'esprit même ou l'âme russe, et que cette âme russe, elle aurait été complètement noyée pendant tout le temps qu'a duré l'époque soviétique. Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que je vous ai parlé de Tarkovsky. Car Tarkovsky est le premier, entre 1960 et 62 jusqu'à 86, donc dans ces deux derniers films qui ont été tournés en Europe, l'un en Italie et le dernier, grâce à Bergman, en Suède, Le Sacrifice, c'est son discours, c'est-à-dire ce qui compte, c'est l'âme russe. Donc retrouver véritablement la culture russe, mais plus que la culture, si on dit l'âme, c'est la religion, un tout petit peu trop peut-être pour Tarkovsky, qui a été justement pour ça mis à l'index, enfin mis en exil par les communistes, parce que ouvertement, il revenait à la grande tradition religieuse russe, qui est d'ailleurs aujourd'hui très importante. L'orthodoxie est redevenue Poutine, s'est quasiment fait réélire grâce à l'orthodoxie. Ce n'est pas vrai que ça, mais malgré tout, c'est vrai. Et cette espèce de retour du religieux dans la Russie d'aujourd'hui, évidemment, a été initié, en tous les cas, par Tarkovsky en tant que premier cinéaste qui l'a fait, et ensuite par Sokourov qui le continue. Donc c'est tout à fait vrai que pour eux, il y a une forme de révolte contre le matérialisme rationaliste marxiste, communiste, parce que là, je ne vais surtout pas attaquer Marx, c'est quand même quelqu'un tout à fait... il n'est pas tout à fait pas comme ça. Et ce sont quand même des gens qui ont tout à fait pris position pour essayer de retrouver, justement, l'inspiration, l'imaginaire, la puissance russe. Si je prends, par exemple, Tarkovsky, l'importance de la terre russe. Les quatre éléments chez Tarkovsky, et entre donc l'air, le feu, l'eau et la terre, et chez Tarkovsky, la terre humide. La terre humide, c'est l'âme russe même. Enfin, si vous revoyez son film, si vous avez l'occasion, Andrei Roublev, qui est tout à fait magnifique de ce point de vue. Ici, on n'a pas tout à fait cette même idée, puisqu'on n'a pas la possibilité d'avoir l'eau, on n'a pas la possibilité, quoi qu'il y ait la petite scène dans la neige, dans le parcours avec Catherine de Russie, mais on a quand même cette même idée, justement, à partir de ce bâtiment et de ce mythe qu'est l'Ermitage. Donc, en même temps, avec les tsars, etc., je ne sais pas, je ne crois pas que Sokourov soit impérialiste, ou enfin impérialiste dans le sens de l'Empire. Je ne pense pas, mais en tous les cas, il est certain que pour lui, l'Ermitage, c'est vraiment l'histoire de la Russie, et cette histoire est liée à ce peuple russe, quoi, à ce peuple avec cette âme russe. Il y a là, vous avez raison, c'est bien, au fond, une façon de dire oui, peut-être que l'Europe nous est nécessaire et nous a servi à nous révéler,
commencé par, entre autres, Catherine de Russie aussi, par ailleurs. Mais au fond, la Russie, c'est quand même quelque chose de... Et aucune Europe ne pourra nous donner la Russie. Ça, c'est très intéressant. Je veux dire, on est vraiment dans... C'est pas du nationalisme, c'est pas du... c'est ce sentiment très profond religieuse du rapport physique, que l'on peut dire, ou en tout cas sensible ou instinctif avec la terre russe. Et la terre russe avec donc tout ce qu'elle implique, etc. Pas pour rien que le film se termine par la mer, enfin par la Baltique, quoi. On est vraiment là. Et bon, c'est un film pas à la gloire de la Russie dans ce sens-là, mais à la gloire de l'être russe, je dirais. C'est ça qui rend le film tout à fait passionnant. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas facile à saisir au départ pour le spectateur. Même pour le spectateur russe, il ne faut pas non plus exagérer. Je ne suis pas sûr que le film ait beaucoup marché en Russie, mais en tous les cas, si on aime le cinéma, c'est un film magnifique, quoi. Et le cinéma, quand il est un art, ben, c'est justement pour nous faire communier avec les choses les plus profondes que l'on peut ressentir entre un homme et son environnement, donc le monde, etc. Ce sont des films qui sont d'aujourd'hui, d'une certaine façon. C'est pour ça que Tarkovsky aussi, qui a pourtant 30 ans maintenant, 30 ans qu'il est mort, mais où aujourd'hui, de plus en plus, pour reprendre l'expression de Malraux, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, il y a un retour non pas directement aux religions, quoique si, malgré tout, c'est pas ce qu'il y a de mieux d'ailleurs, mais en tout cas, au besoin d'un réattachement à qu'est-ce qu'on est dans l'univers et le rapport à l'univers. Et ça, vous l'avez dans d'autres films aujourd'hui. Vous l'avez dans le film de Malik, l'arbre de vie, en plus, donc c'est bien ce que veut dire. Vous l'avez dans le Von Trier, Mélancolia, vous l'avez dans le film thaïlandais parce que j'arrive pas à dire son nom, qui est Oncle Bonmi, c'est ça, ou Bonmi, enfin, puis dans d'autres films, dans le film de Godard, c'est tout à fait différent, mais dans le film socialisme, il y a le sentiment que la connaissance est plus important que le savoir. Que le savoir est indispensable, bien sûr, la question n'est pas là, mais que le savoir assèche la connaissance et qu'il est temps de revenir à une ouverture sur les sensations profondes que l'on a dans les rapports au monde. Et ce sont des films qui jouent ça, qui vous l'ouvrent ça. Alors, dans les autres arts aussi, la question n'est pas de dire il n'y a que le cinéma, non, mais en tout cas le cinéma a depuis en fait les 5 dernières années, alors c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce film-là qui a déjà 10 ans, donc il est un peu en avance, et Tarkovsky qui a 30 ans. C'est encore aussi très, très intéressant de voir que ces gens-là sont déjà dans notre temps d'aujourd'hui et qu'ils ne l'étaient pas du tout et complètement déphasés à l'époque de 1980 où on avait encore où l'efficacité de la rationalité et du scientifique technologique l'emportait sur tout le reste. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que ça n'est peut-être pas tout à fait parfait. Moi, je voudrais poser une question. Si Sokourov est l'héritier et l'avenir du cinéma russe, est-ce que c'est un cinéaste indépendant ou est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le cinéaste officiel de Poutine ? Ah, surtout pas, non. Le cinéaste officiel de Poutine, ça a été les deux copains, les deux frères, qui étaient copains de Tarkovsky au début, c'est-à-dire en 1962, c'est-à-dire Mikhaïlkov et Konchalovsky. Mikhaïlkov a été
le patron du cinéma communiste, qui a réussi à se maintenir, et il est le monsieur cinéma russe. Bon. Ceci dit, ce n'est pas un mauvais cinéaste par ailleurs, mais enfin, il n'est pas du tout dans la pensée ni de Tarkovsky ni de Sokourov. Non, Sokourov a un peu de mal parce que quand même il coûte cher et que ce cinéma n'est pas un cinéma, comme on dit aujourd'hui, bankable. Hein. Il n'est pas fait pour... c'est pas dans la touchable. Là. Hein. Ça c'est... Si vous avez 100 000 entrées à ce film, c'est déjà magnifique. Mais en même temps, non, il n'est pas poutinien, non. Je ne crois pas. Juste l'aspect technique, où seraient les coupures? Elles sont dans des moments d'ombre ou quelquefois dans des moments de décor qui, d'un seul coup, une caméra passe et donc on peut pas toujours couper facilement. Enfin, c'était admirablement fait. Hein. Mais c'est un peu comme les films, plan séquence. Vous en avez eu quelques-uns dans les salles de cinéma. Il y a eu en particulier La Corde de Hitchcock. Mais La Corde de Hitchcock, puisque une bobine dure à peu près 10 minutes, 9 minutes, et qu'il avait construit son film pour que toutes les 9 minutes, la caméra filmée soit un panneau, soit quelque chose qui permettait sur ce moment-là de changer de bobine et donc de recontinuer le plan séquence. Donc les plans duraient 9 minutes à peu près réellement. Alors ici c'est à peu près pareil, simplement il a eu un peu plus de temps, mais par exemple il est vrai que la scène du bal, vous n'avez absolument aucune coupe. Oui, vous pouvez juste encore un tout petit peu insister sur ces mouvements de caméra, comme à votre avis, comment il a réussi à faire? Parce que c'est pareil, le bal et autres, j'arrête pas de me poser la question, comment il a réussi Tout simplement parce qu'ils ont répété pendant 6 mois. Oui, mais même pendant... Ah non, mais attention, vous avez une idée, vous allez développer cette idée, vous prenez des risques avec votre idée, c'est pas une idée qui va être gagnée d'avance, la preuve derrière vous. Donc il y a des gens qui vont pas accepter cette idée. Bon. Mais vous avez cette idée et vous allez la développer et surtout vous allez vous demander comment vais-je filmer? Comment vais-je filmer? Mais non pas comment vais-je filmer, mais pourquoi je vais filmer comme ça dans le comment je vais filmer. C'est-à-dire en d'autres termes, si je regarde la peinture, je vais filmer dans la façon dont un véritable amateur de peinture va regarder les tableaux. Non pas en fixant, mais au contraire en bougeant. Dans le mouvement même. C'est-à-dire que vous prenez à la fois le mouvement du tableau général, mais aussi et en même temps, vous rentrez dans le particulier, dans tel détail. Par exemple, le moment où on regarde le chat et la poule dans ce tableau-là. Bon. Et ensuite, quand on regarde les Saint-Pierre et Saint-Paul, je crois que c'est ça, de Gréco. Bon. Et tout ça est vraiment partie liée avec des personnages qui eux-mêmes jouent en dehors de la particularité directe. Au contraire, ils sont dans une espèce de mouvement. Et tout le film est fait sur ce qui est la caractéristique même de l'art cinématographique, c'est-à-dire le mouvement. Mais le mouvement, ce n'est pas que le cinéma. À ce moment-là, vous retrouvez la notion même du mouvement qui est quand même le propre même de l'univers. L'univers, c'est le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, vous n'avez pas d'univers. Hein, c'est tout. La gravitation, ça fait partie du mouvement universel. Donc, on est dans un jeu de mouvement. Ce mouvement, je répète, joue le passé, fait ressurgir le passé, le fait renaître, et en même temps, peu à peu, l'espace qui vous est montré, lui-même se soumet au mouvement du temps et de la temporalité. Et donc ce mouvement de la sensation, donc ce mouvement de la pensée et de la réflexion par la même occasion. Parce que le film est aussi un film discursif sur
qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que la pensée, qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est que l'être humain, tout en restant sur une notion de tableau, puisque depuis le début, nous sommes dans la notion de tableau. Et en particulier, je trouve que de ce point de vue, le tableau le plus stupéfiant du film, en tant que tableau maintenant vivant, c'est celui de la réception du chat, qui est un pur tableau. C'est-à-dire on commence et on entre dans le tableau, et d'un seul coup on dérange les gens du tableau, et en effet, à la fin, on est chassé du tableau. Et si vous voyez le film sur ce jeu-là, ça devient en effet très intéressant. Là, maintenant, que ça vous ennuie, pas vous, mademoiselle, mais que ça ennuie, pourquoi pas? Je m'en doute bien. Je sais que les spectateurs s'ennuient, il y a même des spectateurs qui sont partis. Donc ça ne me dérange pas. Simplement, il faut regarder ce que quelqu'un fait, essayer de se mettre dedans, de l'accepter, ou bien, en effet, de le refuser. Après tout, pourquoi pas? Ça, c'est un droit total et absolu de chaque spectateur, si on est spectateur, ou de chaque amateur de théâtre, de peinture, si on est amateur de peinture, ou de musique, etc. On a le droit de dire, on a le droit, après tout, de siffler une œuvre. En général, quand on a des œuvres importantes, les siffleurs, un jour ou l'autre, sont ridicules. Mais ça, c'est autre chose. J'ai trouvé très frappant ce que vous avez dit sur la manière de filmer la peinture en mouvement, parce que j'avais en tête le film des Straub, vous savez, sur le Louvre. Bien sûr, où oui. Justement, la fixité est très marquée, hein, où la caméra ne bouge pas. Absolument. Et le contraste était vraiment très frappant. Vous avez le film en tête? C'est-à-dire que filmer la peinture pose question à un cinéaste. Et justement, c'est très intéressant de voir comment, par exemple, il y a un moment magnifique, et là, c'est pas la peinture, c'est la sculpture, dans Voyage en Italie, la façon dont Rossellini filme le musée de Naples, et avec les sculptures de Naples. Et ça, c'est un moment magnifique. Straub, c'est pareil. Je veux dire, c'est intéressant pour Straub, c'est que la conservatrice, qui est d'ailleurs devenue ensuite la conservatrice en chef de tous les musées de France, qui était celle de Orsay à l'époque, avait hurlé contre Straub, il ne sait pas filmer la peinture, etc. C'est-à-dire que beaucoup de conservateurs sont justement pour « surtout on ne bouge pas ». Alors que ce qui est intéressant, c'est de bouger. Ou alors de rester, comme fait aussi Straub, sur un espace, et on reste sur cet espace. On ne bouge pas non plus. Ça, c'est à chaque fois, ça pose le problème de filmer la peinture. C'est quand même le même art, absolument à l'opposé l'un de l'autre. C'est-à-dire que la peinture exige, ou en tout cas se fait sur la fixité, le cinéma se fait sur le mouvement. Donc comment le mouvement peut-il rendre compte de la fixité? Étant entendu qu'ils ont tout l'un et l'autre une même chose, un point commun, l'image. Ils ont chacun à donner et à représenter une image. Donc ça pose problème. Le personnage de la caméra, là, enfin, c'est un personnage qui... Oui, comment? C'est l'auteur, c'est... C'est nous. C'est nous. Spectateur, mais c'est à la fois on est auteur, spectateur. Le personnage de Custine, c'est le guide. C'est l'intermédiaire. Et celui qui sait, celui qui va vous expliquer tout. Et ce point, il n'explique rien. Bon, très bien. Voilà, il y a quand même en effet un peu d'humour. Bon, je crois qu'on va peut-être arrêter là, mais en tout cas, je suis ravi que vous ayez vu ce film. Je vous en prie.